Je te laisse te présenter? Oui, donc je suis Frédéric Boursier, je suis le directeur technique d'Ideline Expertcom, donc deux entités du groupe NVL. Et puis je vous présenterai quelques slides lors de cette web démo sur des attaques qu'on a pu un petit peu analyser. Super. Du coup, donc moi c'est Christophe Bruno, je suis responsable commercial sur le Grand Sud-Ouest pour Ideline et du coup, je suis en charge d'essayer de faire en sorte que la cybersécurité soit un petit peu vulgarisée de manière à pouvoir la faire comprendre à des personnes à la fois très techniques et à d'autres qui sont un petit peu moins techniques, parfois des dirigeants, donc c'est pas le métier. Je propose qu'on démarre, hein, il est presque 11h05 et puis je pense que les autres prendront le train en route. Donc merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité infogérée. On va commencer fort. En fait, on va aller sur un exemple d'attaque sans action humaine par un pirate non authentifié. Euh, du coup, je vais prendre le cas en fait de Fortinet. Fortinet qui est très répandu chez beaucoup d'entreprises, hein. C'est des systèmes principalement de firewalling. Il y a une vulnérabilité qui a été révélée le 10 octobre 2022, donc le mois dernier. Statut critical 9.6, donc 9.6 déjà massivement exploité. Donc en gros, on est sur quasiment le plus haut niveau de criticité, hein, parce que c'est une échelle sur 10. Euh, cette attaque permet à un utilisateur distant, non identifié, d'exécuter des actions sur l'interface d'admin des différents matériels Fortinet, donc FortiOS, FortiProxy, FortiSwitch. Le fonctionnement de cette attaque, c'est qu'en fait, dans le code source de Fortinet, il y a une fonction qui était restée fragile et qui permet en fait à un pirate non authentifié, donc potentiellement à n'importe qui, de se faire passer pour un localhost, c'est-à-dire un utilisateur local, et d'exécuter des actions sur les firewalls Fortinet. Ça, c'est une faille qui est exploitable avec un peu de langage de programmation, hein. Souvent, les pirates savent un petit peu maîtriser quelques langages, notamment, par exemple, on pourrait le faire en Python. Je vais vous montrer un exemple de code juste après, pas entier, mais voilà. Et avec du code, on peut par exemple créer une clé SSH sur l'autre vulnérable, ce qui veut dire que pour ceux qui ont un peu de bouteille, une clé SSH, c'est un accès à des plus critiques, hein, sur les machines. Donc il y a quelques recommandations qui ont été fournies par Fortinet, notamment c'est de vérifier déjà en fait pour ceux qui ont des Fortinet sous infogérance ou sous gérance personnelle, si dans les logs il y a la ligne suivante, hein, local-process-access, qui est un bon signe noir que en fait le Fortinet a été corrompu lors de cette vulnérabilité. Les recommandations faites par Fortinet, c'est aussi d'upgrader le Fortinet vers les nouvelles versions, évidemment, hein, comme toujours, et puis de désactiver, donc ça c'est des bonnes pratiques, on va dire assez basiques, les pages HTTP, enfin les accès en HTTP et en HTTPS sur l'interface d'admin, de limiter aussi les accès à quelques IP de confiance. Bon, c'est des conseils assez classiques, mais pourquoi est-ce que je vous parle de cette faille? On va aller un tout petit peu plus loin. Donc simplement, déjà pour aller dans la description de la faille, le code incriminé en fait dans le Fortinet, c'est cette fonction que vous voyez à gauche qui permet en fait de passer une variable qui finalement en fait va être une variable qu'on va corrompre pour se faire passer pour le localhost. Et sur la droite, vous avez en fait un exemple que j'ai volontairement coupé de script en Python qui permet d'exploiter finalement cette faille pour déployer en fait une clé SSH en admin sur les systèmes. Donc attention, hein, je précise quand même, mais c'est évidemment totalement illégal de faire ça, sauf si le système vous appartient et que c'est dans le cadre d'un pentest ou chose comme ça. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de cette faille? C'est parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui exploitent, enfin ont un firewall Fortinet. Euh, Ça peut être un firewall d'une autre marque, mais ces failles, ces vulnérabilités avec du coup on va dire un niveau de criticité qui est très critique, ça arrive au moins enfin à peu près 2 fois par mois. Euh, pour organiser la réponse derrière ça, généralement il n'y a rien. C'est-à-dire que l'entreprise met en place
un firewall. Éventuellement, il y a un prestataire du coup qui est chargé de faire la configuration initiale, mais derrière, il n'y a rien qui est fait pour justement corriger de manière rapide ce qui se passe. Et du coup, ça donne lieu à des cyberattaques qui sont des cyberattaques soit par ransomware, soit en ce moment beaucoup par exfiltration de données, c'est-à-dire que vous avez des pirates qui se connectent sur les serveurs ou sur les postes de l'entreprise et qui se déplacent, qui viennent exfiltrer de la donnée dans les logiciels, y compris les logiciels métiers ou les logiciels de compta, de paye, et puis ça donne des résultats un peu catastrophiques, comme on a pu le voir sur des chaînes hôtelières récemment ou sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, où ils sont fait exfiltrer 11 gigas de données patients qu'ils ont mis en ligne et sur lesquels ils ont demandé une rançon. Pour pallier à ça, les prestataires qui le peuvent s'organisent pour fournir de la cybersécurité infogérée. Donc, qu'est-ce que c'est de la cybersécurité infogérée? En fait, c'est que votre prestataire va s'engager à mettre en place des routines et des tâches que vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez généralement ni le temps ni les compétences d'accomplir. Parmi ces tâches, on va mettre par exemple, vous voyez là on est sur ma boîte mail à moi, mais moi je suis uniquement un commercial, des systèmes de veille qui vont nous permettre déjà d'être au courant le plus tôt possible sur les vulnérabilités qui vont être déclarées par du coup les constructeurs. On voit ici quelques exemples. Donc là, par exemple, avec Cyberveille ou CertFR, donc moi c'est des flux RSS, mais mes collègues ont d'autres systèmes plus avancés qui permettent du coup de voir que là, par exemple, on a une faille sur les systèmes D-Link. Et en fait, il y a ça dans tous les cas sur tous les types de constructeurs, c'est-à-dire on voit là du noyau Linux, on voit de l'Apache Tomcat, donc sur les serveurs, on voit du Cisco, on voit du Nginx qui est du coup sur les serveurs encore une fois. Et que vous soyez en Sophos, en Stormshield, en Fortinet, en WatchGuard, en SonicWall, il y aura toujours ces vulnérabilités à patcher dans des délais assez courts avec certaines compétences techniques qui peuvent être du coup vraiment du ressort d'un professionnel de la cybersécurité. En l'occurrence, allez consulter les logs qu'on a vus tout à l'heure. La majorité des entreprises ne savent même pas le faire et éventuellement le prestataire doit pouvoir le faire par la suite si c'est son métier. Le deuxième avantage en fait de passer en sécurité infogérée, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur un prestataire dont c'est réellement le métier et qui peut en fait se montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il y en a qui déclarent que c'est leur métier, mais concrètement, il est intéressant de savoir choisir un prestataire et pour choisir un prestataire, il faut regarder s'il y a des certifications, s'il y a des labels. En l'occurrence, par exemple, un label qui est très préconisé par la police judiciaire de Bordeaux ou par l'ANSSI, c'est le label cybermalveillance.gouv.fr qui est appelé Expert Cyber. Donc pour obtenir ce label, il faut passer en fait quelques tests. Euh, Ce label est pas mal. Le mieux, c'est d'aller vers des prestataires carrément qui vont être certifiés ISO 27001. Donc ISO 27001, pour rappel, ce que c'est une certification ISO qui est faite par un organisme extérieur qui vient auditer le prestataire. Et la ISO 27001, le titre, c'est Information Security Management, donc encadrement de la sécurité des données. Pour passer en fait ce type de certification, les auditeurs extérieurs vérifient tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'ils vérifient les niveaux de diplôme des intervenants qui interviennent justement sur le matériel de sécurité, s'assurer que les personnes ont bien un niveau de diplôme qui leur permette de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ces systèmes-là et d'être capable de les configurer. Ils vont éventuellement vérifier les certifications constructeurs, c'est-à-dire en gros est-ce que le personnel qui intervient est certifié sur les marques qui manipulent, parce qu'en fait chaque marque a des subtilités et connaître l'intégralité des fonctionnalités de la marque, ça permet de bien paramétrer les équipements sans laisser de failles et d'être capable aussi de les patcher et tout ça. Et puis sur tout un tas d'autres choses comme les procédures, notamment les routines dont on vient de parler pour le patch des firewalls et tout ça. Et puis, votre prestataire, du coup, il va être en charge de superviser ces équipements grâce à des outils de supervision, puisque du coup, derrière, en fait, chaque firewall se trouve un portail de supervision qui nous permet, en fait, à nous prestataires, alors je ne sais pas si je peux en montrer un ici rapidement, mais ouais, ça va prendre trop de temps. Mais du coup, en fait, ces portails de supervision nous permettent de voir qu'est-ce qui se passe sur le firewall en temps réel ou éventuellement sur une période de temps
de 3 mois, de 1 mois, de 5 minutes en arrière, de voir qu'est-ce qui a été arrêté par le firewall, quels sont les filtrages d'URL qui sont mis en place, est-ce que par exemple tout ce qui est pédopornographie, djihadisme est bien arrêté, euh, et de aussi gérer d'autres aspects comme la bande passante ou encore des aspects légaux comme l'archivage des logs de connexion qui sont une obligation légale pour les entreprises qui fournissent des systèmes, comment dire, qui fournissent Internet à des tiers. Euh, les autres avantages, c'est que votre prestataire, généralement, il va avoir une certaine expérience. Je vais prendre notre cas, hein. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait de l'infogérance. On a plus de 2000 firewalls en infogérance, à peu près 800 WatchGuard, 1100 Fortinet, hein. Encore une fois, j'ai rien contre Fortinet, hein. Les failles que je vous ai montrées tout à l'heure, ça existe sur tous les types de firewall. Alors, le principal, en fait, c'est d'avoir un matériel qui est correct et qui, surtout, est bien surveillé. Des exemples d'entreprises qu'on accompagne, par exemple GDMAT, on a 500 points de vente en France sur lesquels en fait sont déployés des systèmes firewalling dont je donnerai pas la marque ici, mais qu'on infogère à partir d'Angoulême sur nos data centers. Je prends aussi le cas de c'est à Grand Cru, hein, on parle du Crédit Agricole. On est là aussi en fait en infogérance sur des systèmes managés de, de firewalling et pas que. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un système managé de firewalling? Bah, en fait, on va avoir par Juste, exemple, excuse-moi, je te coupe une petite seconde, Christophe. On a une personne ouais. qui nous entend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous confirmer via le panneau de questions que vous entendez bien? C'est un problème isolé ou pas de problème de son a priori. Donc oui, ça doit être un problème sur le poste en question. Merci. Excuse-moi, D'accord. Et il y, Christophe. y a eu une confirmation comme quoi on était entendu du coup? Oui, oui, oui. J'ai pas- 3 même. Donc ouais, Ok. ça doit Euh, fonctionner, ça va être sur le poste de l'utilisateur. ok, ça marche. Bon, bah merci, merci pour votre retour. Comment je peux enlever ça par contre? Voilà, c'est le d'accord là. Voilà. Euh, Du coup, qu'est-ce qu'on entend par un système de firewalling infogéré? Donc, je vais prendre un exemple sur WatchGuard et puis toi après, tu vas pouvoir faire un autre exemple sur Fortinet. Sur un firewall WatchGuard, donc concrètement, on est sur des systèmes de marque américaine. On va mettre ça finalement soit directement sur les locaux de l'entreprise, donc derrière le lien Internet. On peut mettre éventuellement un cluster pour que si jamais il y en a un qui tombe en panne, que vous attendiez pas qu'on vous envoie un firewall ou qu'on vous fasse parvenir un firewall par quelqu'un qui vient vous le ramener en voiture. Le cluster en fait va être capable de prendre le relais de l'un sur l'autre et puis du coup vous allez pouvoir continuer à fonctionner en toute sécurité pendant le temps de la panne. La supervision en fait est là sur les différentes briques. Donc concrètement, nous on va configurer finalement les systèmes de sécurité du WatchGuard, du firewall WatchGuard, les couches antivirus, les couches anti-malware, les couches anti-ransomware, mais pas que, tout ce qui est en fait IPS, donc anti-intrusion, l'anti-botnet, on va paramétrer le filtrage d'URL. Si je descends un petit peu là dans la présentation, on devrait le voir apparaître. Non, on l'a pas vu, c'est pas grave. Le filtrage d'URL, donc s'assurer que les filtrages d'URL sont correctement faits pour enlever tous les sites malveillants qui sont déjà connus, mais aussi ce que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre entreprise, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple du pédopornographie, djihadisme, site pornographique ou des choses comme ça qui peuvent être vraiment source de failles de sécurité, enfin comment dire, de virus et tout ça. On va pouvoir gérer aussi la bande passante au travers de ces firewalls, c'est-à-dire vous s'assurer que par exemple sur votre bande passante, vous ayez en fait les flux métiers qui passent en premier, la téléphonie qui passe aussi en priorité pour qu'elle ne soit pas écrasée par des personnes qui exploiteraient YouTube ou des choses comme ça. On peut faire des groupes d'utilisateurs, on peut faire par exemple les stagiaires ont le droit à YouTube et Facebook entre midi et deux, mais le reste du temps on restreint. Et puis on va faire une dernière chose, c'est que en fait on va s'occuper de la mise en conformité légale, puisque du coup une entreprise a des obligations légales à partir du moment où vous fournissez une connexion Internet à vos collaborateurs, vous êtes considéré comme un fournisseur d'accès à Internet aux yeux de la loi, et du coup vous êtes censé archiver les logs de connexion pendant 12 mois. Ça c'est la loi française, et vous êtes aussi censé les anonymiser puisque ça constitue un dossier, un fichier de données personnelles
Donc nous, en fait, concrètement, on fait ça à la volée sur les WatchGuard qui sont et cette anonymisation à la volée avec ce fichier de log nous est envoyé en fait et hébergé sur nos data centers. C'est-à-dire que vous n'avez rien besoin de faire chez vous, vous n'avez pas besoin de prévoir un serveur pour archiver les logs. Tout est stocké en fait sur nos data centers et quand la gendarmerie tape à la porte pour avoir des logs, bah, vous les envoyez finalement vers votre prestataire d'infogérance. Je crois que ça nous arrive à peu près d'avoir des demandes de logs de la gendarmerie environ 2 fois par mois, si je me rappelle bien. Mais Fred, tu me diras, pour des affaires, par exemple de meurtre dans des hôtels ou des choses comme ça. Bon, c'est jamais très très sympa quand vous avez la gendarmerie qui tape à votre porte. C'est ça la fréquence à peu près, Frédéric? Oui, c'est plutôt régulier sur l'ensemble des adresses IP qu'on peut avoir. On a des réquisitions. En ce moment, c'est beaucoup sur les numéros de téléphone aussi. On nous demande des informations, mais aussi ça arrive, ouais, au moins une fois par mois sur des adresses IP de savoir qui est derrière Ouais. pour aider dans des enquêtes en fait, hein. C'est ça. Bon, du coup, généralement, en fait, la gendarmerie tape à la porte de votre entreprise. Si vous n'avez pas les logs à fournir, bah, ça peut être problématique. Alors, je ne sais pas exactement en fait quel est le degré de criticité en termes juridiques à ce niveau-là, si c'est des amendes ou si c'est carrément du pénal ou quoi. Je pense que ça doit dépendre aussi de l'affaire qu'il y a derrière. Mais là, dans l'idée, concrètement, vous les routez vers ID-Line et puis en fait, on fait ce qu'il faut derrière pour leur fournir ce dont ils ont besoin. Tout ça, c'est supervisé du coup par une équipe. L'équipe, en fait, chez un prestataire, on va dire qui est plutôt bien calibré. Généralement, c'est une équipe qui a au moins des spécialistes en cybersécurité. Donc, c'est le métier unique, c'est-à-dire qu'ils vont faire que ça toute la journée, du firewall, éventuellement de la sécurité infogérée sur d'autres systèmes de sécurité, type des anti-spam ou par exemple des EDR, des choses comme ça qu'on va voir un petit peu plus tard dans la présentation. Mais c'est pas une personne qui est polyvalente au sens qui va faire à la fois de la virtualisation, du montage d'infra et tout ça. C'est quelqu'un qui est vraiment fait toute la journée de la cybersécurité. Du coup, Fred, je vais te laisser la main pour détailler quelques types d'attaques sur lesquelles vous êtes intervenu. Oui, donc Christophe a commencé et a axé la présentation sur les vulnérabilités. Donc sur la cybersécu, c'est assez vaste comme sujet. Il y a beaucoup de vecteurs d'attaque. Celui dont on parle le plus, ça reste le phishing via des mails adressés aux utilisateurs. Euh, c'est un moyen, on va dire entre guillemets simple, de rentrer dans le système d'information d'une entreprise, puisqu'on a tous des messageries et envoyer un mail à des utilisateurs, ça reste relativement accessible. Et donc c'est le premier vecteur d'attaque, enfin le plus important dont on entend parler, et l'aspect vulnérabilité et exploitation de ces vulnérabilités. Je pense, enfin j'ai pas de stats exactes, mais vient juste après. Donc là, en l'occurrence, Christophe a parlé d'une attaque sur la partie, enfin d'une vulnérabilité sur les FortiGate, donc les firewalls Fortinet, d'autres équipements Fortinet qui utilisent le même système d'exploitation, qui permet d'exploiter le boîtier pour après pénétrer le réseau de l'entreprise. Là, je reviens sur une attaque dont vous avez probablement entendu parler, enfin une vulnérabilité Log4j, principalement sur les serveurs Tomcat en fait, hein, des serveurs d'application pour exécuter des applications Java. Donc c'est une faille qui est sortie il y a quelque temps maintenant, enfin qui a été publiée en tout cas et mis à jour, enfin mis à la vue des attaquants il y a quelque temps. Donc c'est à ce moment-là que les éditeurs ont sorti des patchs et comme c'est un système qui est déployé sur beaucoup d'applications, ça a fait pas mal de bruit. Donc nous quand c'est arrivé, donc on maîtrise pas et on n'a pas la compétence ni la main ni l'infogérance des serveurs potentiellement Tomcat des clients, mais comme on gère les pare-feux pour eux, de manière proactive, on a commencé par regarder un petit peu ce qui passait au travers de nos firewalls infogérés et regarder dans les logs pour vérifier et constater si on repérait des tentatives d'exploitation
de cette vulnérabilité sur le serveur qui se trouve derrière, protégé par les firewalls. Et là, on peut constater dans ces quelques lignes de log qu'on voit qu'il y a on voit à droite en fait l'URL qui a été essayé, et l'IP de destination, l'IP source, et on voit surtout une colonne qui s'appelle action où le firewall, il faisait bien son boulot, c'est-à-dire qu'il dropait le paquet. Et c'était détecté comme une vulnérabilité, enfin une attaque critique en termes de sévérité. Donc ce qu'on a pu faire pour essayer de compléter un petit peu malgré tout, on a repéré quand même les différentes IP qui étaient utilisées pour générer ces attaques sur nos infrastructures, et on les a blacklistées en plus manuellement du mécanisme des firewalls. Et ça nous a permis aussi sur d'autres firewalls, d'autres marques, euh, de reparer également potentiellement des tentatives d'attaque, et sur toute notre infrastructure de pouvoir mettre ces IP qu'on a identifiées comme malveillantes puisqu'elles essayaient d'exploiter la vulnérabilité Log4j en blacklist. Donc ça, c'est voilà, une première action qu'on fait quand on manage de la sécurité pour nos clients finaux, c'est qu'on va faire de la proactivité sur ce type sur ce type d'attaques qui sont un peu globales et qui est très impactante pour nos clients finaux. Sur une vulnérabilité comme celle qu'a donnée Christophe, bien entendu, quand on a l'information de la vulnérabilité, on va vérifier si les versions de FortiGate déployées chez nos clients finaux sont impactées ou non, de quelle manière, et on réalise des campagnes de mise à jour. Tu veux que je passe au prochain peut-être? Tu peux enchaîner. Hop. Et le deuxième exemple sur lequel je souhaitais revenir, c'est encore sur du FortiGate. Là, en l'occurrence, il y a donc sur le moteur qui va stocker les journaux, s'appelle le FortiAnalyzer sur FortiGate. Donc, on a le firewall d'un côté, le FortiAnalyzer qui va stocker tous les journaux. Et sur ce FortiAnalyzer, il y a une licence qui s'appelle une IOC, Indicator of Compromission, qui va en fait scruter les logs et vérifier par rapport à des listes, à des indicateurs de compromission, alors des adresses IP, des URL, du code en particulier. Il va revenir a posteriori, analyser les logs et vérifier s'il y a des lignes de journaux en fait qui correspondent à un des indicateurs de compromission qui est sorti. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois les attaques, on va dire, elles peuvent être un petit peu silencieuses et paraître pour le firewall légitime. Et donc, il peut potentiellement laisser passer des flux si une source, par exemple une adresse IP malveillante, elle n'a pas été encore identifiée comme étant malveillante. Et donc, le firewall va potentiellement laisser passer des flux. Mais grâce à cette fonctionnalité, a posteriori, comme cette analyse se fait sur l'historique des logs, dès que l'IP a été reconnue comme étant malveillante, il va nous signaler que potentiellement il y a eu une exploitation ou pas d'une brèche pour lancer une attaque. Donc là, en l'occurrence, nous on reçoit une information comme quoi il y a un poste, un équipement qui a un trafic anormal puisque c'est référencé dans une liste dans un indicateur de compromission. Donc, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Alors c'était le 23 décembre dernier, il y a presque un an maintenant. On a reçu une alerte de ce type. Et donc on a vérifié nos logs, on est revenu un petit peu en arrière, et on a vu effectivement dans les logs qu'il y avait un poste, donc en l'occurrence un serveur TSE d'un de nos clients, qui contactait régulièrement une adresse IP qui est référencée dans justement une liste d'indicateurs de compromission. Et cette adresse IP, c'est un centre de commande et de contrôle. Ce qu'on appelle les centres de commande et contrôle, c'est les serveurs avec lesquels les virus déployés sur des postes ou des serveurs vont communiquer. Donc de cette manière-là, un virus qui a infiltré dans un réseau va communiquer avec son centre de contrôle et commande et contrôle,
Et c'est par ce biais-là que le pirate va pouvoir communiquer, envoyer des ordres au virus, par exemple, de se latéraliser, d'aller exploiter telle faille sur tel autre serveur, de se répandre sur le réseau. Et à un instant T, c'est via ce centre de commande et contrôle que le pirate va dire, bah maintenant tu lances le chiffrement, maintenant tu lances de l'exportation de l'exfiltration de données. Donc là, cette fonctionnalité nous a permis de recevoir une alerte comme quoi il y avait un comportement anormal sur ce serveur TSE. En l'occurrence, comme je vous montre là, c'était le 23 décembre. Le 24 décembre, le client a décidé d'étendre son infrastructure et ce serveur TSE et de le réinstaller à blanc pour le nettoyer. Et après coup, on a pu constater que ces lignes de log là n'apparaissaient plus. Donc on a pu remonter comme ça dans les logs à la date d'installation. L'installation avait été faite quelques jours auparavant et c'est les premières traces qu'on avait d'échange entre le poste TSE, enfin le serveur TSE et puis le centre de commande et contrôle. Donc là, on a pu anticiper, grâce à ces actions proactives sur les logs, euh, potentiellement quelque chose de plus impactant pour le client. Sachant que Catbot, là, c'est un virus qui est silencieux, qui se déploie et qui va écouter tout ce que font les utilisateurs et essayer de repérer sur les flux Internet notamment et des connexions à des sites bancaires, des connexions oui, principalement à des banques de mémoire, pour aller voler des codes d'authentification et les exfiltrer vers le centre de commande et contrôle. Du coup, ce Voilà, que tu montres ici, en fait, bon, déjà, en gros, ce que tu soulignes, c'est la partie proactivité finalement, proactivité et puis la partie compétences techniques quand même, parce que ça demande un petit peu de technicité pour pouvoir analyser ça. J'aimerais souligner deux autres aspects en fait. Le premier, c'est que dans nos clients, on n'a pas que des entreprises finales, on a aussi des prestataires informatiques qui s'appuient sur nous pour plusieurs raisons. Parce on a pu voir, par exemple, du côté d'Arcachon, quand il y a une cyberattaque, bah, en fait, si la cyberattaque est vraiment grave et que l'entreprise est en fait en situation de faillite, voire qu'il y a carrément d'autres aspects collatéraux, bah, le prestataire se retrouve finalement aussi devant la justice et à devoir répondre bah, de en gros ce qu'il a pu mettre en place pour voilà, c'est ce qu'il y a des manquements en fait dans la manière dont il a traité finalement la sécurité de l'entreprise s'il en était responsable. Donc on a certains prestataires qui s'appuient en fait sur voilà, des structures comme la nôtre pour faire de la sécurité infogérée, hein. Cyril, tu es in situ, je sais que tu as des collègues qui le font par exemple, hein, qui s'appuient sur Cyril Delaine pour ce type de cas. Et puis l'autre aspect, c'est que en fait sur des structures comme voilà, qui font de la sécurité infogérée, il y a certaines possibilités aussi des fois de faire de l'astreinte, puisqu'on sait que par exemple il y a des attaques qui arrivent plutôt la nuit ou le dimanche 23h, à des moments où bah, les prestataires peuvent dormir comme les entreprises. Du coup, ça permet aussi éventuellement de mettre en place des choses à ce niveau-là. T'avais fini ou pas, Frédéric, ou je peux passer à l'EDR ou... ah oui, j'avais fait le tour, je pense, de ce que je voulais vous présenter voilà, de types d'attaques ou de choses qu'on fait un petit peu en fond, on va dire, et en proactif, mais qui sont pas forcément toujours visibles d'un point de vue utilisateur ou client final. Du coup, on a parlé beaucoup de firewalling et puis de quelques types d'attaques comme ceux que tu as montré. Il y a en ce moment quelque chose qui permet aussi de prévenir beaucoup de problèmes. Pas tous évidemment, il y a pas de système parfait, mais ce que je vais vous présenter là aurait pu empêcher certains nombres d'attaques qu'on a vues en fait dans les médias ces derniers temps. En fait, c'est de terminer la protection de la cybersécurité d'une entreprise par la protection des endpoints, c'est-à-dire des points de terminaison, en l'occurrence tout ce qui est PC, mais aussi tablettes et autres. Et là-dessus, en fait, ça paraît pas, mais derrière un antivirus, derrière un EDR, bah, il y a vraiment une nécessité d'avoir là aussi une infogérance. Donc, je vais commencer juste par montrer ce que c'est. Voilà, un EPP. Donc, l'EPP, c'est
L'antivirus qu'on a connu, enfin, à l'ancienne, hein, c'est un antivirus qui va analyser finalement des logiciels qui vont tourner sur le poste. Les EPP un petit peu évolué, donc EPP c'est Endpoint Protection, vont être capables d'aller un petit peu plus loin que de l'antivirus classique, hein, qui faisait de la, comment dire, juste de la comparaison de signature virale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un logiciel arrivait sur la machine, pardon, je perds ma voix. Du coup, il comparait en fait la signature du logiciel en fait, à une base de données, et si la base de données référençait une signature de ce type-là qui était un virus, du coup, il killait le processus, il empêchait de rentrer en fait le logiciel, de s'exécuter le logiciel, et puis ça allait. Sauf que maintenant, la production de virus est tellement importante chaque jour, on a plusieurs millions par jour. En fait, je crois que d'après l'entreprise McAfee, bon, qui n'est pas forcément une super référence, on était à presque 2 millions en 2021 de virus produits par jour. En fait, ce système-là ne fonctionne plus puisqu'il faudrait que les bases de données se mettent à jour pour votre antivirus plus de 11 fois par seconde, ce qui est totalement impossible. Donc le PP, en fait, qui est la couche antivirale, va souvent embarquer des couches de sandboxing. Donc c'est une sorte de bac à sable dans lequel on fait exécuter finalement des logiciels qui sont inconnus et qu'il n'arrive pas du coup à analyser avec le système de base virale classique. Du comportemental pour du coup dans cette sandbox éventuellement même exécuter le logiciel et voir ce qu'il fait et tout ça. Et puis de l'intelligence artificielle pour pallier en fait aux limites du comportemental, puisque le comportemental c'est des règles d'analyse qui sont développées par des développeurs. Et les développeurs, j'en fais partie, on pense pas forcément à tout. Donc concrètement, on peut oublier tel ou tel comportement à l'avenir de certains virus. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des couches de machine learning, qu'on appelle de l'intelligence artificielle, dans le PP. Mais ça, on sait que ça suffit plus comme couche de protection des postes, puisque maintenant, en fait, on a beaucoup d'attaques qui se font par le biais d'une intervention humaine et non plus simplement avec un logiciel. On n'a pas pu le voir là, mais j'avais un autre cas de faille que j'aurais aimé détailler. C'est le cas des failles sur les serveurs Exchange, hein. Il y avait encore beaucoup d'entreprises qui ont des serveurs Exchange chez eux, des serveurs de mail. Et le mois dernier, il y a eu aussi une faille sur les serveurs Exchange qui permettait finalement en fait de prendre complètement contrôle de ces serveurs sans forcément l'utilisation d'un logiciel intermédiaire. Donc là, le EPP concrètement, il sert à rien. Il va rien voir puisque finalement c'est un humain qui va s'authentifier carrément sur les serveurs et qui va être capable finalement de faire des actions mais en étant légitime carrément en se créant derrière des comptes, enfin un compte légitime dans l'AD et compagnie. C'est là où intervient l'EDR en fait, c'est que l'EDR concrètement on va plus être sur simplement de l'analyse de logiciels qui vont fonctionner sur l'ordinateur, on va être sur l'analyse carrément d'activité humaine sur le poste qui serait malicieuse. En l'occurrence, EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. C'est un terme qui est pas récent, il date de 2013, mais du coup, c'est un terme qui a aussi beaucoup évolué puisque c'est une technologie qui s'est cherchée et qui aujourd'hui finalement fait à peu près ce genre de choses. Concrètement, l'idée, c'est d'aller détecter des centres de commande de pirates. C'est ce dont parlait Frédéric juste avant, c'est-à-dire des logiciels distants qui communiquent avec la machine et qui vont permettre du coup aux pirates de faire tout un tas de choses. Pour pouvoir fonctionner, le DR en fait se base sur des patterns d'attaque qui sont connus des prestataires de cybersécurité, communiqués aussi par l'ANSI ou ce genre de choses, et va vérifier tout un tas de choses, notamment par exemple si sur la machine il y a des configurations anormales. Est-ce qu'il y a des ports ouverts qui ne devraient pas être ouverts sur la machine? Est-ce qu'il y a des comportements suspects sur la machine, par exemple des connexions à des IP suspectes dans des pays en fait qui sont où où il y a des plages d'IP qui sont réputées pour être exploitées par les pirates. Si par exemple il y a des scripts PowerShell, alors je sais pas si on peut voir là si je fais CTRL X, des scripts PowerShell qui se lancent sur la machine, en fait, des petits flashs bleus ou des petits flashs noirs, en fait, des invites de commande hein, qui se lancent sur la machine, qui pourraient correspondre à des points bat ou des choses comme ça. Où en fait, concrètement, vous avez un pirate qui exploite finalement ces terminaux sur votre machine pour extraire de la donnée ou pour faire tout un tas de choses. Et puis du coup, si le DR détecte quelque chose, il va apporter une réponse immédiate. Donc la réponse immédiate qu'il va apporter, c'est une isolation instantanée du poste, de Internet, du réseau Internet et du réseau local.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que l'EDR fait ça? Bah, c'est simple, hein, c'est pour couper l'accès immédiatement aux pirates. Comme ça, le pirate ne peut plus continuer ses méfaits. Ça permet aussi de garder les logs, sachant que l'EDR en fait envoie du coup les logs de qu'est-ce qui s'est passé. Ça nous permet de comprendre qu'est-ce que le pirate a tenté de faire ou qu'est-ce qu'il a réussi à faire. Et ça permet aussi d'empêcher l'attaque de se propager à d'autres postes dans l'entreprise, voire au serveur et au système de sauvegarde. Mais tout ça, ça demande là aussi de l'infogérance. C'est là où intervient en fait le Security Operations Center, le SOC, donc Centre opérationnel de sécurité. Concrètement, c'est une intervention humaine, c'est-à-dire que l'EDR il va interagir immédiatement sur la machine, mais derrière, en fait, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'EDR, qu'est-ce qu'il a arrêté. Donc l'intervention humaine, en fait, elle va consister à traiter des faux positifs si jamais il y en a, parce que si jamais vous avez un EDR et que par exemple votre informaticien pousse ce qu'on appelle une GPO, enfin pousse avec ce qu'on appelle une GPO, des scripts sur l'intégralité des postes, et que ces scripts ont été mal perçus par l'EDR, en fait, potentiellement, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain avec toute la flotte de vos ordinateurs coupée d'Internet et coupée du réseau local. Donc en fait, concrètement, le SOC il va être capable d'analyser ça et concrètement, un prestataire qui fait de l'infogérance se doit en fait de fournir une GTI, une garantie de temps d'intervention extrêmement courte. Parce que dans le cas où vous avez toute une flotte qui est isolée, bah, vous avez besoin de pouvoir retravailler le plus vite possible. Donc à ce moment-là, l'intervention humaine a du sens, notamment dans ce cas-là. Mais pas que. Elle a aussi du sens pour investiguer et pour voir en fait s'il y a une vraie attaque cette fois-ci, contacter finalement le dirigeant ou le DSI ou l'informaticien ou le prestataire et préconiser des actions de remédiation, donner de l'info, expliquer ce qui s'est passé. Je précise quand même un point, c'est qu'à partir du moment où on en est là, ça veut dire qu'il y a déjà en fait un logiciel en action ou un humain en action sur le poste. Donc l'EDR c'est très bien, mais j'entends beaucoup ça comme une solution magique. Il en faut, c'est sûr, mais concrètement, s'il y a déjà quelque chose sur le poste, c'est qu'il y a eu des failles en amont qui ont permis ça. Donc il est important de compléter l'EDR avec toutes les autres couches toutes les autres technologies de sécurité qui se placent en amont, notamment la partie firewalling qu'on a évoquée, la partie anti-spam, des sauvegardes externalisées, et ainsi de suite. Donc on va voir en fait ce que voit un SOC. Donc concrètement le SOC quand il reçoit finalement des alertes, bah, il va avoir en fait ce type de schéma. Donc là par exemple on est sur la solution WithSecure, anciennement F-Secure, hein, qui fait partie du top qualité sur le marché, qui a été notamment classé best performance par AV-Test, hein, qui est un des plus gros organismes de test d'antivirus et de protection de poste. Et du coup, ils vont voir en fait un schéma d'attaque où vous voyez un poste qui a été incriminé ici, qui a été attaqué, avec du coup ce poste qui a généré un invite de commande et puis un PowerShell. Euh, donc, il se passe des choses sur ce poste et l'EDR, en fait, ici, on voit en haut qu'il a une confiance élevée dans son diagnostic, comme quoi c'est quelque chose de malveillant et que c'est gravité élevée, c'est-à-dire qu'il se passe vraiment quelque chose de problématique. Donc là, les actions possibles pour le SOC, c'est quoi? C'est analyser l'appareil, c'est analyser l'attaque plus en détail, donc on va le voir juste après, et puis éventuellement libérer le poste de son isolement. Alors comment, en fait, tout de suite, toute personne qui fait un peu d'informatique pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on libère un poste comment est-ce qu'on interagit avec un poste qui a été isolé d'Internet et ce, à distance. Bah, en fait, c'est simple, c'est parce que le WithSecure, là, l'EDR, en fait, pour isoler votre poste, bah, il n'a pas 50 000 manières de le faire, il va le faire de manière logique. C'est-à-dire qu'en fait, il va fermer les ports du firewall de la machine, en laissant uniquement un en activité, donc sur les 65 000, vers l'équipe SOC, pour que l'équipe SOC puisse communiquer avec. Et du coup, à partir de là, ça nous permet d'interagir avec le poste. Donc là, on va voir par exemple sur cette attaque, hein, on voit que bah, concrètement, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, c'est une attaque extrêmement simple à lire, qui ne demande pas forcément beaucoup de compétences, mais il y en a qui sont beaucoup plus difficiles. Donc là, vous avez la ligne de commande qui a été tentée par un pirate, hein, du coup un script PowerShell. Il start bit transfer, donc il initie un téléchargement, il le fait passer en priority for good, donc en priorité devant les autres téléchargements. Il définit en fait quelle est la source du téléchargement ou qu'est-ce qui télécharge. Donc là, on voit qu'en fait c'est pas méchant, hein, c'est juste un système de test de DR qu'on a fait en interne. Et puis il définit un endroit où le positionner sur l'ordinateur.
C'est là en fait que le SOC a du sens, c'est que quand l'attaque devient beaucoup plus complexe à lire, les équipes SOC ont des qualifications qui permettent à la fois de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant l'attaque, et puis du coup sur des prestataires, notamment comme Ideline Novancy là que je représente aujourd'hui, hein, on a des pen testers, donc des personnes dont la spécialité c'est de justement de faire des attaques cyber, euh, mais de manière white hat, c'est-à-dire de manière bienveillante, c'est pour détecter justement les failles d'un système après renforcement de ce système. C'est-à-dire que généralement on fait un audit, on met en place toutes les actions qu'il faut, toutes les actions de préconisation pour renforcer la cybersécurité, et puis après éventuellement on fait un pen test pour s'assurer que il n'y a plus de failles. Donc on peut se réassurer auprès justement de nos pen testers si l'attaque est complexe. Et puis, dernière chose, on peut aussi remonter à F-Secure, à WithSecure, une attaque qui pourrait être par exemple une attaque qui revient fréquemment, une sorte de nouvelle tendance, comme c'était le cas par exemple avec WannaCry il y a quelques années de ça, une attaque qui a touché plus de 400 000 entreprises à travers le monde et sur lesquelles une action était vraiment nécessaire de la part des constructeurs et de la part de la communauté informatique de manière générale. Euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste vous montrer un dernier point. C'est que là, sur ce système, la WithSecure, donc moi j'en ai un sur mon poste, qui est ici. Et en fait, ici, vous avez sur WithSecure un système qui permet en fait de voir les dernières mises à jour qu'il faut absolument exécuter sur la machine. C'est-à-dire qu'il va carrément en fait scanner toute la machine à la recherche de tous les logiciels qui pourraient être comment dire, qui pourrait en fait avoir des failles de sécurité. Et du coup, il va vous les mettre comme ça pour que derrière, hop, vous puissiez en fait faire les mises à jour. Ça, bien sûr, vous pouvez le paramétrer pour que ça soit automatique. Mais avec ce type de système, on va un petit peu plus loin que simplement faire de la sécurité au sens juste détection et réponse. On va aussi prévenir l'attaque par de la surveillance en fait des systèmes et s'assurer que du coup tous les systèmes sont à jour, puisqu'on sait que maintenant une des plus dangereuses manières d'être attaqué, c'est le pirate qui va se renseigner sur le dark web ou le deep web, ça a plusieurs noms, qui va aller analyser finalement les dernières failles connues, qui va prendre un guide d'exploitation éventuellement, parce que maintenant il y en a pour exploiter les failles, notamment celles qu'on évoquait pour Exchange ou pour Fortinet, et qui va en fait tenter des actions de cette manière-là. Donc le WithSecure, le F-Secure va être capable justement de faire fonctionner son radar. Est-ce que j'en ai terminé? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Frédéric, tu as des choses à rajouter? Non, non, Du coup, il y a une question de Atman. Non, c'était pas une question, c'était juste un retour par rapport au système de son, je crois. c'est ça. Ok. Il y a un petit questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé. Nous, il nous permet de savoir en fait s'il est intéressant pour vous qu'on continue à faire ce type d'intervention, hein, qui nous prenne un petit peu de temps à préparer. Euh, donc, écoutez, si vous pouvez avoir la gentillesse d'y répondre, ça nous aide beaucoup. Et puis, écoutez, au plaisir d'échanger avec vous. Je vais peut-être, ouais. Merci à tous, en tout cas, pour votre Merci à tous. participation, votre attention. Bonne journée à vous. Au revoir.